La simplification n'échappe pas à ce principe. Aussi, il est important, crucial, de comprendre la vision stratégique de la Délégation générale pour l'armement, du Secrétariat général pour l'administration et de l'état-major des armées sur ce sujet, la simplification. Aussi, sans attendre, je me tourne vers Monsieur l'ingénieur général Thierry Carlier, délégué général adjoint de la DGA, pour débuter cette table ronde. Monsieur l'ingénieur général, le délégué général pour l'armement a souhaité lancer un projet de transformation intitulé Impulsion. Pourriez-vous nous présenter la vision stratégique qui en est à l'origine et plus particulièrement la place de la simplification dans ce projet? Merci. Merci beaucoup et bonjour à tous. Alors évidemment, c'est toujours une gageure parce qu'il me faudrait beaucoup plus de 10 minutes pour faire tout ça, mais on va essayer de tenir le timing. Alors effectivement, pourquoi une vision stratégique et dans quel cadre en fait s'inscrit la démarche de simplification qu'on mène? Alors je crois que déjà l'important c'est qu'on soit trois en fait dans cette table ronde parce que en fait la DGA ne se simplifie pas et ne bouge pas toute seule. Effectivement, on ne peut faire ça qu'en très étroite imbrication avec l'état-major des armées, les armées, et puis bien sûr le secrétariat général pour l'administration. Voilà. Donc c'est un mouvement dans lequel on s'inscrit. Et donc du coup, pourquoi une vision stratégique? C'était déjà parce que ça nous paraissait important de partager en fait avec tous nos interlocuteurs au sein du ministère, mais aussi au-delà, en fait le cap qu'on essaie de se fixer. La description de notre ambition pour la DGA. Alors on pourrait dire déjà qu'ailleurs que c'est en soi une première forme de simplification que de se donner en fait et de donner à nos interlocuteurs de la visibilité sur nos objectifs et ce qu'on essaye de faire. Voilà. Alors très très rapidement, parce que je pense que beaucoup d'entre vous l'ont lu, donc je ne vais pas paraphraser en fait les propos du délégué et tout ce que contient cette vision stratégique qui est vraiment un concentré en fait de ce qu'on cherche à faire. Donc simplement rappeler les trois axes qu'il y a dedans et puis en fait les 5 missions dans lesquelles cette vision stratégique s'inscrit. Alors les 3 axes, et vous allez voir qu'à chaque fois c'est toujours lié à de la simplification. On cherche à avoir une DGA qui soit plus experte, plus agile. Deuxième axe, une DGA qui arrive en fait à s'adapter en permanence à tous nos enjeux évidemment qui sont en train de bouger. Et puis un troisième axe qui est d'avoir une DGA qui continue à être dans cet environnement mouvant, continue à être motrice d'une autonomie stratégique à la fois nationale et européenne, mais peut-être aussi sans dogmatisme. Et c'est pour ça aussi que dans nos 5 missions, sur celle en fait qui a trait à la coopération et au soutien aux exportations d'armement, on a rajouté en fait une notion de pragmatisme. En fait, voilà, ça veut dire qu'il n'y a plus de coopérer, je dirais, en soi, n'est plus un dogme. Alors, donc justement, les 5 missions. Alors, donc la première, eh bien, c'est de transformer la DGA de telle manière en fait à ce qu'on évolue en fait d'un rôle, on va dire, de simple maîtrise d'ouvrage vers un rôle en fait de maîtrise d'œuvre étatique du système de défense. Et ça, évidemment, on ne peut le faire qu'à cause de cette imbrication extrêmement forte avec les armées, en fait, pour définir ensemble et ensemble être garant en fait de la performance des systèmes de demain. Voilà, ça veut dire en fait qu'on ne saura plus tout forcément spécifier aux industriels, mettre dans des boîtes qui sont dans des contrats. Et donc c'est aussi ça, cette agilité et le fait en fait de pouvoir ensemble à chaque fois définir quel est le bon niveau de performance. Deuxième mission en fait, c'est de fournir et peut-être aussi de se redoter de quelque chose qu'on avait un petit peu perdu, d'une capacité d'anticipation stratégique au plan technologique, au plan industriel. Troisième mission, c'est ce que j'ai déjà un petit peu anticipé précédemment, d'avoir en fait cette approche plus pragmatique, peut-être avec un petit peu moins de dogmatisme sur les affaires de coopération internationale. La quatrième mission, et là effectivement on s'approche aussi de ce qu'on fait actuellement avec nos armées et l'EMA dans le cadre de l'économie de guerre, c'est d'orienter, de soutenir notre base industrielle et technologique de défense dans cette logique de souveraineté et d'arriver justement à mieux mesurer sa performance. Voilà. Et la cinquième mission, c'est de rendre aussi plus visible, de maintenir le fondement dans notre organisation
de la dissuasion nucléaire et de développer aussi la capacité cyber du ministère au profit de la sécurité nationale. Alors vous allez me dire, et la simplification dans tout ça. Alors, donc justement, il y a beaucoup de démarches qui sont lancées. Donc dans le temps qui me reste, je ne peux pas décrire tout ça dans le détail. Je voudrais faire simplement peut-être deux focus. Le premier, c'est vraiment en fait cette démarche de simplification qu'on lance, et je parle vraiment sous le contrôle du Major général des armées et puis aussi Christophe Maurier, donc en interface étroite avec l'EMA et le SGA pour tout ce qui va être en fait simplification de la conduite des programmes. Donc vraiment l'idée, c'est vraiment cette idée d'économie de guerre, de délivrer plus vite, de s'affranchir en fait dès qu'on le peut, parce qu'on ne peut pas le faire dans tous les cas, mais de tout un ensemble de contraintes ou de se libérer en fait de pesanteur dans la conduite de nos programmes d'armement pour aller plus vite. Alors en pratique, quelques exemples de ce qu'on a d'ores et déjà lancé, évidemment qu'il faut continuer à développer. Premier exemple, c'est ce qu'on appelle l'analyse de la valeur. Donc là aussi, c'est pas nouveau, mais l'idée est bien, ensemble avec nos armées et l'EMA, de faire une analyse de la valeur sur le besoin. Voilà, si je prends un exemple, missile solaire très courte portée Mistral, on s'est rendu compte, je dirais, en redétricotant ou en revoyant en fait les spécifications de cet armement, que personne ne sait dire pourquoi en fait il a été spécifié pour fonctionner dans une plage de température qui est de moins 40 degrés jusqu'à plus 40. Voilà. Et donc, finalement, quand on regarde ça, on se dit que si on fait que moins 30 degrés, par exemple, on s'aperçoit que ça permet, d'une part, de réduire les coûts de développement, réduire les coûts de fabrication en série, et donc finalement d'aller plus vite pour la génération d'armement qui pourra le remplacer. Voilà, donc c'est un exemple. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on cherche à systématiser avec l'EMA, donc à chaque fois se réinterroger sur tout ce qu'on fait, dans certains cas en fait par habitude ou en reconduisant des aspects de spécification qu'on avait pris dans les programmes précédents. Et donc comment est-ce qu'avec tout ça, en fait, on peut gagner de l'argent, mais aussi du temps, parce que ça peut vouloir dire effectivement réduire nos durées de développement, mais aussi tout simplement, dans certains cas, c'est la simplification de la production et donc en fait des durées de production également. Deuxième exemple, c'est vraiment systématiser le travail en plateau. Alors on reviendra aussi derrière sur ce qu'on fait avec l'industrie, parce que là, il ne faut pas qu'on se retrouve dans un système à plusieurs vitesses, mais d'abord effectivement avec l'EMA et les armées pour accélérer nos cycles. Troisième exemple de ce qu'on a lancé en fait très récemment, là aussi en partenariat complet, c'est ce qu'on appelle la force d'acquisition réactive. Il y a déjà en fait plusieurs cas d'objets, de programmes où en fait, soit c'est des achats sur étagère, soit en fait c'est une notion de passage à l'échelle, en fait de concepts prometteurs qu'on a évalués dans un cadre d'innovation. Et donc on s'interroge sur la façon en fait de pouvoir les acquérir plus vite. Et donc en l'occurrence, ça veut dire déjà avoir nous-mêmes une boucle capacitaire qui est beaucoup plus rapide entre l'EMA, les armées et la DGA, et puis aussi lever un certain nombre d'obstacles réglementaires, notamment en termes de commandes publiques, pour pouvoir aller plus vite. Quatrième exemple, c'est s'affranchir, alors là aussi quand on le peut, alors il s'agira, je vous rassure, jamais de transiger avec des questions de sécurité dans l'emploi des matériels, mais d'avoir vraiment simplifié les conditions d'emploi de nos matériels, donc lever un certain nombre d'obstacles réglementaires, voire juridiques dans certains cas. Et donc ça, c'est vraiment une démarche concertée, là aussi complète. On parle de cette communauté de destin ou d'imbrication de plus en plus forte qu'on va avoir pour, je dirais, avoir une démarche concertée de maîtrise des risques, donc voir dans certains cas comment très clairement on peut prendre plus de risques et donc aller plus vite. Démarche concertée entre l'autorité d'emploi, qui évidemment est les forces, et la DGA, qui est autorité technique. Donc nous, il nous revient effectivement de pouvoir éclairer les utilisateurs sur ce qu'on peut faire, c'est quoi les taux d'échange en termes techniques, pour pouvoir simplifier un certain nombre de conditions d'emploi. Voilà, donc ça c'est vraiment, je dirais, un certain nombre d'exemples concrets
de ce que je voulais vous donner, de ce qu'on est vraiment en train de faire dans le cadre de ce projet Impulsion, en très très étroite concertation, parce que vous voyez bien qu'à chaque fois, dans tous les exemples que je vous donne, ce n'est pas des trucs qu'on peut faire tout seul. C'est nécessairement dans le cadre de cette concertation étroite. Deuxième axe, et j'en termine par là, c'est tout ça n'arriverait pas à fonctionner en termes de moteur pour la DGA si on n'avait pas nous-mêmes, et donc là je rejoins évidemment ce qui a pu être dit dans des interventions précédentes, un axe très fort de simplification interne. Alors ça ne date pas hier, on n'a pas attendu, je dirais aussi, le projet d'impulsion pour faire ça. Ça fait longtemps qu'on s'appuie sur les méthodes du Lean Management. Alors j'ai bien entendu ce qui a été dit dans la dernière table ronde, disant effectivement que ça doit venir du haut. Mais je crois aussi qu'on a réussi, côté DGA, nous, à le faire en mettant les opérationnels, je dirais, au centre de cette démarche-là, dans le cadre de ce qu'on pourrait appeler une pyramide inversée, où effectivement on est quand même parti d'un certain nombre d'irritants de notre quotidien pour arriver en fait à en déduire des axes d'amélioration extrêmement pratiques qui nous permettent de simplifier. Alors évidemment, ça ne marche pas s'il n'y a pas aussi une implication extrêmement forte du management, s'il n'y a pas un sponsorship qui est absolument indispensable pour en fait soutenir les équipes dans la résolution de ces irritants et pour aussi prendre les arbitrages nécessaires, parce qu'on ne peut pas faire tout ça isolément. Donc l'inversement de cette pyramide et ce changement culturel, pour nous, c'est vraiment des prérequis à la bonne réussite, à la pérennité de la démarche. C'est quelque chose qu'on fait maintenant depuis plusieurs années, mais, et j'en conclurai par là, la simplification, c'est vraiment un axe fort, ça reste un axe fondamental de notre projet de transformation. Et en plus, je dirais, de nos chantiers internes, on vise, côté DGA, à collaborer, coopérer dans ce cadre-là aux chantiers ministériels de simplification qui ont été lancés. Et tout dernier aspect, on va aussi poursuivre en fait notre observatoire de veille stratégique lancé il y a quelque temps et qui nous permet aussi de capter les meilleures pratiques des entreprises civiles dans le domaine. Voilà, je m'arrête là sur ce panorama très rapidement brossé de notre démarche de simplification. Merci. Merci infiniment, monsieur le délégué général adjoint de la DGA, et non pas de la SGA, comme c'est indiqué à tort sur les diapositives. Toutes nos excuses. Toutes nos excuses. Alors justement, monsieur le secrétaire général pour l'administration, je vais maintenant me tourner vers vous. Comme vous le savez, les chantiers de simplification et subsidiarité portent sur un large panel de mesures. Comment le SGA intervient-il dans cette démarche? Quelle est sa vision stratégique ainsi engagée? Et qu'est-ce qui, selon vous, en constituera un facteur de réussite? Merci. Merci, monsieur le commissaire en chef. Bonjour à tous. Bon, simplification, subsidiarité à l'ordre du jour, ce sont deux cibles, deux objectifs à atteindre, mais aussi, à mon avis, deux axes pour analyser et concevoir d'autres modes d'action. Et donc, on voit tout de suite qu'on débouche sur le champ immense de l'ingénierie administrative, des processus, des normes. Et donc là, d'emblée, à votre question, je réponds qu'on voit bien que les problématiques de simplification et de subsidiarité portent sur des sujets, pas seulement. On voit bien que la manière dont Thierry présente les choses pour ce qui concerne la fonction armement n'est pas homogène à ce qui fera l'essentiel de mon propos, qui est plutôt un sujet autour des processus RH, des processus financiers, des normes ou des infrastructures qui sont autant de fonctions qui relèvent naturellement d'un secrétariat général. Pourquoi? Parce que ce sont des problématiques qui finalement structurent l'administration de l'État dans son ensemble et qui donc sont régies par des principes communs, des principes qui ont une portée interministérielle et qui ne sont pas à notre disposition. Mais tout de suite, j'introduis un tempérament, qui sont néanmoins ajustés, qui ont fait l'objet d'une prise en compte, qui a pu évoluer dans le temps, des spécificités propres au ministère des Armées. Et toute la question, quand on attaque ces grandes fonctions administratives, c'est de trouver l'équilibre, encore une fois, dont les termes ont pu se modifier, je vais arrêter d'agiter mon micro, ont pu se modifier dans le temps, c'est de trouver le bon équilibre qui correspond aux impératifs du moment ou de l'époque.
et où je dirais, pour formuler quelque chose d'un peu proche, une forme de suffisance, de stricte suffisance dans, au fond, les fonctions administratives du secrétaire général, c'est un peu, me semble-t-il, enfin je parle sous le contrôle de Jean-Luc Lévy, c'est un peu comme les armes d'appui dans l'armée de terre, c'est un peu de l'aide au franchissement, du jalonnement, c'est-à-dire il en faut pour que la manœuvre s'exécute, il en faut pour que le plan puisse se dérouler, pour qu'on n'aille pas sur une partie du terrain qui est miné ou qu'on ne tombe pas dans un précipice. Je prends des images un peu choquantes, mais d'une certaine manière, ces règles interministérielles qui régissent nos métiers administratifs, sachant que les métiers administratifs ils sont exercés partout dans le ministère. Ces règles interministérielles, il faut les connaître, il faut les avoir en tête quand on attaque la problématique de la simplification, de la subsidiarité. Ça ne veut pas dire que d'emblée il y a une restriction du champ des possibles, des options qui sont à nos dispositions, mais simplement il faut les factoriser dans notre manœuvre. Alors, bon. Moi, je pense qu'il faut, et je crois vraiment que le propos de Thierry était éclairant, mais je vais focaliser plutôt sur le champ des forces et des organismes qui relèvent de l'EMA. Il faut vraiment se dire que c'est une affaire qui ne peut être conçue que de façon complètement symbiotique EMA-SGA. Je veux dire par là que si le mandat a été donné au MGA et à votre serviteur, c'est pas simplement par souci de mettre d'accord deux grands subordonnés par principe, c'est vraiment parce que c'est dans la prise en compte des enjeux ou des problèmes et aussi des types de solutions qu'on peut apporter qui viennent avec chacun d'entre nous qu'on va réaliser un nouvel équilibre. Bon. Alors, ce nouvel équilibre, en quoi consiste-t-il ? Il consiste à partir d'une situation qui est très largement le résultat de mouvements assez longs et qui, en gros, a été induit par une contrainte extrêmement forte sur les ressources budgétaires, sur les ressources humaines il y a une quinzaine d'années, et qui a conduit à de la mutualisation. Je ne vais pas ici prononcer un sigle en 4 lettres qui, en général, fait un peu facilement, à mon avis, le consensus contre lui, ce sigle. Mais je veux dire, nous ne croyons pas qu'à l'occasion de ce chantier ou de ces chantiers consacrés à la simplification et à la subsidiarité, on va revenir à une espèce d'âge d'or hanté RGPP, ça y est, je l'ai dit, et où on va méthodiquement démutualiser et démonter en quelque sorte ce qui n'aurait été réalisé que dans des circonstances extrêmes où nous n'avions pas d'autre choix que celui-là. Je crois que les acquis, notamment de professionnalisation, notamment d'augmentation du rendement d'un certain nombre de fonctions administratives et de soutien, ces acquis-là, alors même si dans l'expérience quotidienne, on a tendance à ne pas leur donner leur juste valeur et à surtout mettre en avant les mauvais côtés ou les effets indésirables de ces tendances de long terme, ces acquis ils sont là pour durer. Et ma compréhension, c'est que c'est plutôt au premier ordre un invariant, ou en tout cas un cadre assez solidement posé, plutôt qu'un objet susceptible d'être complètement ou très profondément remanié. Donc ça veut dire que je me place d'emblée plutôt sur le second ordre, c'est-à-dire sur plutôt une approche de réglage fin, mais dont le potentiel de restitution sur le thème qui nous occupe, c'est-à-dire d'autonomie des moyens d'action des chefs militaires locaux, a un potentiel vraiment de restitution de moyens d'action, de liberté de manœuvre très réel. Donc pourquoi le juste besoin ? Pourquoi absolument avec le MGA et tout l'univers qui relève de l'EMA se poser les bonnes questions ? Parce qu'évidemment, ce n'est pas par simplement, pente naturelle à s'occuper que les traitants, les cadres de Ballard et des autres organismes centraux du ministère passent leur journée à rédiger des instructions ministérielles de plusieurs dizaines de pages qui vont ensuite, pour le bonheur de tous, faire l'objet de notes d'application afin d'éclairer ce qu'elles contiennent, qui sont elles-mêmes composées d'un très grand nombre de pages et que pour distribuer des enveloppes
par exemple en matière d'amélioration des conditions de vie qui parfois ne dépassent pas quelques milliers d'euros, ou pour distribuer des budgets qui ont une importance réelle, mais qui, au poids unitaire, sont quand même d'une dimension relativement modeste, donnent lieu à une production de règles ex-ante, de cadrage de reporting, probablement très disproportionné par rapport aux avantages ou aux gains qu'on peut en espérer. Autrement dit, le principe de la stricte suffisance, c'est vraiment ce qui doit nous orienter pour ne retenir que vraiment ce qui est absolument nécessaire. Et je pense qu'appliquer un crible de balance coût-avantage sur cette production qui n'est normative que si on veut bien considérer que tout en bas de la hiérarchie des normes, ça mérite encore de s'appeler norme. Je veux dire, c'est pas législatif. Ça n'est même pas, dans la plupart des cas, réglementaire. Le bloc là, qui nous écrase éventuellement ou qui écrase les chefs et les chefs locaux, puisqu'on parle de subsidiarité, c'est infra-réglementaire. C'est ce que les cuistres appelleraient la soft law. Vous voyez, c'est vraiment des orientations de gestion, des directives qui émanent du sommet et qui, on veut bien les regarder en face, n'apportent que peu de valeur par rapport aux inconvénients que tout cela engendre. Donc vraiment, et ça je le dis en particulier pour ce qui concerne la fonction financière, je pense qu'il y a un tamis extrêmement serré auquel il va falloir appliquer moins des corpus de règles que des usages, des procédés. Le truc fatal, c'est pas la note qui est signée par le grand chef quinca étoilé, qui en général a le bon goût de ne pas dépasser un recto et la moitié d'un verso. Ce sont les horrifiques annexes et les tableaux qu'elles contiennent. C'est là que le problème réside. Et ça, vraiment, c'est un principe d'hygiène. C'est vraiment un principe d'hygiène administratif. Voilà. Et donc là-dessus, je vais un petit peu me donner la part la plus belle, c'est-à-dire celle du docteur, pour l'essentiel, qui dit à son patient qu'il faut se débarbouiller, se brosser les dents, se couper les ongles. Voilà. Je pense qu'il y a vraiment, un regard clinique. J'ai beaucoup apprécié l'intervention de madame qui faisait souvent référence finalement au monde de la biologie ou au monde un peu de l'anatomie. On peut parler d'ingénierie administrative où le grand réservoir de métaphores, c'est finalement les organismes vivants et peut-être humains ou mammifères. On voit bien quand même qu'il y a un problème entre la tête et le cerveau et puis les membres. Et je pense que là, vraiment, en matière financière, pour l'essentiel, le sujet est là-dessus. Alors sur une autre fonction qui est tout à fait critique, et qui est peut-être la plus importante, qui est la fonction RH, là, je pense que le travail est d'une intensité différente. Je pense que ce qu'on appelle le lean dans la lingua franca de l'organisation, je pense que l'analyse des processus, la décomposition des processus, des logigrammes aussi exhaustifs qu'il est possible, procurerait à chacun d'entre nous, en matière RH, des effets de choc, quoi. C'est-à-dire que lorsqu'on prend conscience que entre l'intention, par exemple en matière de recrutement, et la matérialisation, l'influx nerveux chemine par un nombre invraisemblable d'étapes avec des solutions de continuité qui malheureusement ne sont pas des synapses parce qu'il manque un neurotransmetteur entre les deux, et qu'il y a des délais pour recruter du personnel civil, contractuel, pour recruter des apprentis, par exemple. Je donne ces deux exemples parce que c'est un petit peu la nouveauté dans le monde RH. Hein. On voit bien que sur les contractuels militaires, les gestionnaires de personnel ont
ont beaucoup de métiers et d'efficacité, et ça marche très bien, mais on voit que le cadre issu de la loi de transformation de la fonction publique de 2019, par exemple, qui met nécessairement en avant des populations et des modes de relations juridiques du collaborateur à l'administration et au ministère des Armées nouveau, on voit que l'administration, hein, je prends ma part pour le coup, pas celle du docteur, mais celle du patient, l'administration, donc la DRHMD, les centres ministériels de gestion, tout ce système-là, ou cet écosystème-là, n'a pas pris le virage avec la même vigueur que les concepts et les intentions politiques que matérialise cette loi de 2019 l'auraient voulu. Et donc là, vraiment, il va falloir faire un travail plus profond, plus analytique, pour vraiment simplifier, raccourcir et ramener les grandes données de sortie ou les grands effets produits par une fonction RH efficace, les ramener beaucoup plus proches des chefs et des employeurs. Donc ça, vraiment, c'est un axe de travail tout à fait essentiel. Mais ne nous leurrons pas, on ne va pas faire passer par la fenêtre les lois, les règlements, mais je pense que ça n'est que très, très, très marginalement le sujet. On sait bien que si on veut recruter des fonctionnaires en dehors de la modalité sacro-sainte du concours, il faut intervenir de façon relativement chirurgicale sur telle ou telle disposition du droit de la fonction publique. Mais ça, j'ose dire, c'est le plus simple. Ce qui est beaucoup plus exigeant, ce qui nécessite vraiment un renouvellement de l'approche et des mentalités, c'est vraiment s'interroger sur la nécessité du geste administratif, du maillon dans le processus. C'est vraiment regarder avec une distance suffisante, c'est-à-dire pas forcément le nez collé au workflow, une chaîne dans son ensemble, et alors prendre conscience de ces vices de conception intrinsèques, ou s'ils ne sont pas intrinsèques, en tout cas de la manière dont ces chaînes ont pu évoluer, et regarder les choses pour ce qu'elles sont. Donc ça, il ne faut pas se leurrer pour les collaborateurs, pour les cadres, pour ceux qui sont dévolus ces fonctions. Ça suppose quand même une façon d'aborder ces questions, et j'ai été sensible aux propos, au fond, pas forcément conformes à la doxa de Madame, consistant à dire c'est quand même impulsé par le haut. Hein. Je veux dire, il faut quand même faire naître, à mon avis, un climat où les sous-directeurs, les chefs de service au sens générique du terme, se convaincre vraiment que c'est pour de vrai, que ce que nous disons, nous le voulons dire vraiment, enfin on le pense, et que quand le ministre ou son cabinet nous demande d'avoir des résultats là-dessus, on prend ça au pied de la lettre, à l'injonction, on la reçoit à sa valeur faciale. Enfin voilà, que ça n'est pas un énième jeu dont ce ministère, mais les autres aussi d'ailleurs, a le secret consistant à finalement mettre beaucoup d'énergie pour faire poids et contrepoids, de sorte qu'on peut pas certain que rien à la fin n'aura significativement bougé. Voilà. Donc je pense qu'il y a une dimension... on a parlé de sociologie, moi je dirais qu'il y a une dimension de psychologie sociale qu'il nous appartient de prendre en compte pour créer, encore une fois, en quelque sorte, une atmosphère réellement favorable. Bon, maintenant, on emploie beaucoup l'expression à l'ouverture des chakras, mais vraiment qui nous fasse regarder. On n'est pas propriétaire de nos processus. La pire des réponses qu'on puisse faire à un chef, c'est ça suit son cours, monsieur le directeur, ou mon général, ou on fait comme ça parce qu'on a toujours fait. Mais en vérité, avec ces formules-là, on rend compte d'une très très grande partie finalement de la manière dont le système fonctionne. Et c'est là où il faut que, depuis le haut, on fasse régner un climat bienveillant, évidemment, mais non dépourvu d'ambition. Voilà. Merci.
Monsieur le secrétaire général, pour conclure cette table ronde, je me tourne maintenant vers le général Éric Cotelet, major général des armées. Mon général, la simplification est une priorité pour votre état-major. Vous avez adopté récemment une politique interarmée de la simplification. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Merci. Merci Hervé. Donc pour conclure et sur ce thème de la simplification, c'est effectivement une thématique qui revient de manière cyclique. On a tous connu depuis qu'on est dans l'armée la problématique de la simplification. Et sans contredire le chef d'état-major, et ce matin ce qu'il a dit, est-ce qu'on va y arriver? Je pense que c'est inhérent à toute organisation. La complexité d'une organisation humaine fait que de toute manière, à un moment ou à un autre, il faudra revenir et refixer des objectifs dans cette organisation. Donc c'est bien l'objectif qui nous a été fixé, le mandat qui nous a été fixé par le ministre, pour lequel on lui avait proposé un certain nombre d'axes. Dans ces axes-là, l'objectif que nous portions, c'était effectivement de rappeler le je veux et l'intention du chef par rapport à la finalité opérationnelle qui est la thématique de ces assises-là. Ce qui est important, et ça a été mentionné aussi à table ronde, c'est qu'en fait, on ne va pas pouvoir tout traiter. Et donc, on a, dans les 3 axes qu'on a retenus pour cette politique, on l'appelait politique de simplification, dans les 3 axes, le premier, c'était vraiment de retenir des axes prioritaires, parce qu'on ne peut pas tout traiter d'un coup. Et en fait, ça aurait été, je pense, inatteignable de vouloir simplifier l'ensemble de l'organisation. Et c'était bien dans la finalité fixée par le chef d'état-major dans sa vision et dans son plan stratégique qu'on a retenu des axes prioritaires pour la simplification. Donc ces axes-là concernent principalement, je ne vais pas tous les rappeler, mais le commandement, l'opérationnel, les ressources humaines qui ont été mentionnées par le secrétaire général pour l'administration, tous les soutiens, les normes et puis le management de l'information. Deuxième axe, c'était uniformiser la méthode de travail et puis donner dans notre périmètre, dans le périmètre du chef d'état-major des armées, un petit peu la méthode de travail. L'objectif, c'était vraiment un travail par bac à sable. C'est-à-dire chacun dans son domaine de responsabilité gardait sa liberté de manœuvre et pouvait, par rapport aux objectifs qu'on lui avait fixés, pouvait manœuvrer. On retrouve un petit peu les frictions qui ont été évoquées dans la table ronde précédente, quand les objectifs ne sont pas complètement fixés par le niveau stratégique. Donc ça a été donné dans le deuxième axe que je ne vais pas plus détailler. Néanmoins, cet axe-là, il est important et je pense qu'il faut qu'on profite des rapports d'étonnement. On a la chance, c'est force et faiblesse, mais on a la chance chaque année de renouveler à peu près 40% de nos états-majors. Il faut le prendre en opportunité. Ça veut dire qu'il y a 40% de chacune de nos entités stratégiques, opératives et tactiques qui va être renouvelée. Et là, il faut profiter du rapport d'étonnement. C'est au bout de 3 semaines, prendre tout ce qui choque les gens qui viennent d'arriver. Ça, c'est pour la méthode. Le troisième axe, c'était diffuser l'esprit simplification. Je ne vais pas être très long, juste un point, ça a été évoqué, la démarche collective. Mais je pense que c'est une double démarche qui est à la fois collective et qui met en avant, et c'est un peu moins évident pour nous, mais qui met en avant l'importance de l'individu. L'individu qui, au-delà du groupe, chaque individu doit s'indigner de tout ce qui ne lui permet pas de remplir la mission dans sa mission collective. Donc il y a vraiment ces 2 aspects-là. L'aspect collectif, parce qu'il faut que ça soit porté par l'ensemble du groupe, mais chaque individu doit prendre en compte et chaque fois qu'il y a quelque chose qui le choque, le faire remonter ou en tout cas s'interroger. Et pour le dernier point, pour conclure, puisque le chef d'état-major est arrivé pour faire la conclusion, je voulais revenir sur ce qui a été évoqué, la singularité militaire par la task force simplification, sur ce qui fait la singularité militaire du ministère. Et juste revenir sur la phrase « l'initiative est la forme la plus élaborée de la discipline ». Je pense que là, on revient bien sur cette dichotomie collectif-individualité et cette initiative qu'on doit favoriser, en tout cas dans notre organisation, pour favoriser l'efficacité opérationnelle sur le terrain. Ça me semble majeur, cette démarche, cette double démarche collective-individu. Voilà pour cette mise en place de
de la politique. Donc, une approche qui est d'abord une approche humaine, donner des objectifs et fixer les objectifs qui s'inscrivent pleinement dans le plan stratégique du chef d'état-major des armées. Une approche ensuite qui est de subsidiarité et d'initiative. Et cette approche de simplification va de pair et doit être menée en parallèle des transformations qu'on fait sur l'organisation. Je finirai par cette image-là. On est une organisation, toute entité est comme une organisation humaine. Et je pense qu'il y a les trois actes. Le squelette sont nos organigrammes. Les compétences sont nos muscles. Il faut les avoir au bon endroit pour que ça fonctionne. Et là, c'est les questionnements qu'on est en train de se poser. Et pour faire marcher tout ça, c'est le système nerveux. C'est quels sont nos process. Donner les bons ordres au bon moment, aux bons endroits, là où il y a les compétences. Donc cette simplification, elle va de pair avec cette réorganisation qu'on a, enfin réorganisation globale, transformation, sur laquelle il faut s'interroger pour à chaque fois se dire est-ce qu'on a bien les bonnes compétences au bon endroit? Est-ce qu'on a bien le processus qui permet d'envoyer l'ordre le plus rapidement possible avec le moindre effort, le juste besoin, éviter l'excellence dans l'inutile, comme on a souvent l'habitude de le dire à l'état-major, et pour que derrière ça, on ait le juste effort et qu'on évite, ce qui a été aussi mentionné dans les tables rondes depuis ce matin, cette perte en ligne et cette perte d'énergie de nos organisations. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre ça, et c'est souvent ce qui décourage le soldat ou tous les acteurs de la chaîne, c'est ces pertes d'énergie pour un résultat qui n'est pas à la hauteur de l'énergie qu'on a pu mettre. Voilà. Je conclus mon général. Mon général, monsieur le secrétaire général, monsieur le délégué général adjoint, merci infiniment pour vos interventions et témoignages.